Romain de Poliac, qui va nous parler de la Champeta, l'impact du numérique dans le phénomène de la Champeta. Enfin, ouais. Il pose d'abord la problématique de la Champeta dans une perspective économique et technologique, avant justement de voir comment les nouveaux outils du numérique et de l'Internet transforment un peu ce mouvement esthétique. Merci. Donc je vais faire aussi un résumé des quelques éléments, des principaux éléments travaillés dans le cadre du projet Globamus, en essayant de les compléter avec des questions plus récentes qui ont émergé à la suite de ce travail. Je vais tout d'abord commencer par une vidéo. One of the largest and most populous nations in South America, this country has witnessed a revolution of its business landscape thanks to mobile communications, and it now enjoys a dynamic market with a 103% penetration rate, a figure unimaginable just a decade ago. The Republic of Colombia is emerging as one of the brightest development hubs in Latin America, known for its stable and growing economy, competitive business, transparency in government, and attractiveness as an investment location. The Colombian government has a very clear idea of the role of the internet to create jobs, reduce poverty, and boost economic growth. The Colombian government made universal access to broadband a priority. We want to bring them more opportunities with education, health services, job opportunities thanks to broadband. Rather than wait for broadband access to gradually trickle down to its 17 million lower economic citizens, government has made expansion a national priority through its visionary initiative, Vive Digital. Vive Digital's goal is to quadruple the country's internet connections in 4 years, particularly for poorer households, rural communities and small businesses, with subsidies with a focus on mobile to connect these communities. And Vive Digital is on track to make this a reality. In 2011, internet connections doubled in just a year, with 5.9 million Colombians connected, and mobile connections making up almost half of these connections. On top of this, Colombia is a regional and global leader in management of what is now one of the world's scarcest natural resources, spectrum. It was the first country in Latin America to license the 2.6 gigahertz spectrum band. One of the region's first to allocate spectrum in the 700 megahertz band for mobile broadband. And the government is working alongside international committees on harmonization. In 2011, the government recognized that the growth of mobile data traffic has meant changes to its spectrum caps were needed to allow greater access while still encouraging competition. It is leading the pack as one of the few globally with a spectrum roadmap, and it is planning to double the amount of spectrum in just 3 years. In recognition of its strong commitment to mobile communications and the exemplary vision and courage of its government, the GSMA is proud to present the 2012 award for government leadership to the government of the Republic of Colombia. Au moins, ce n'est pas des mauvaises nouvelles. La Colombie est un pays leader dans le contexte latino-américain et reconnu mondialement par quelques organismes dans le domaine en matière de politique de démocratisation de l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Depuis une décennie, le gouvernement colombien investit des ressources considérables par rapport à son PIB pour atteindre un objectif de service universel, pour acheminer par la construction de points d'accès collectifs à Internet, appelés des télécentros, sorte de cybercafés financés par l'État, et puis plus récemment par le déploiement d'infrastructures de la 4G, la technologie haut débit mobile qui
afin d'acheminer cette connectivité dans les zones plus excentrées, comme l'Amazonie, l'Orénoque ou la côte Pacifique. Et l'enjeu central de cette politique, c'est le développement socio-économique du pays, la création d'emplois, l'accès à l'éducation, etc., toutes ces choses qui sont présentées dans cette vidéo promotionnelle. Mais dans ce déploiement technologique, dans ce contexte, je m'interroge sur le déploiement, sur l'impact actuel que ce déploiement technologique est en train d'avoir sur les secteurs culturels de la population auxquels s'adressent ces mêmes politiques de télécommunications. Et dans le cadre du projet Globamus, je me suis intéressé à un cas d'étude particulier dans le nord de la Colombie qui permet d'aborder certains aspects clés de cette question, le phénomène musical et spectaculaire de la champeta. Alors pareil, désolé aux collègues qui vont voir certaines diapositives qu'on a déjà vues dans le passé, mais bon, pour présenter d'où vient ce phénomène, quelques études dans le passé ont montré que la champeta émerge vers la fin des années 70, à la suite d'un processus de circulation de phonogrammes entre l'Afrique de l'Ouest notamment et le nord de la Colombie, en passant par Paris notamment. Cette circulation de phonogrammes s'intègre en fait localement dans le fonctionnement des sound systems, appelés localement des PICOS, de l'anglais pick-up. Et ces phonogrammes subissent une transformation intéressante en termes d'appropriation, puisque la pratique courante, c'est d'effacer toutes les traces des supports permettant de retracer les phonogrammes à leur source et de leur attribuer un nom d'adoption appelé un piconema, puis d'intégrer ces albums ou ces chansons, ces disques, dans un répertoire ce qu'on appelle les exclusivos, des disques exclusifs dont on bénéficie de la propriété exclusive, justement parce que personne d'autre, ou plus précisément les picots concurrents, ne peuvent pas retracer les disques à leur source, et donc en trouver des copies. Et c'est donc cette exclusivité qui va créer la valeur de ce phénomène local des sound systems. Donc qui se développe par le biais de ces grandes enceintes et décorées autour desquelles se développe tout un marché de services parallèles dans le secteur informel, des services dans le milieu du son, de la création visuelle également, et dans le secteur événementiel notamment, par le biais de la scène musicale de ces sound systems, qu'on peut comparer au phénomène des discothèques. La création musicale, le processus de création musicale dans la champeta est développé à partir de ces sources discographiques justement qu'on extrait, qu'on recompose, qu'on remixe, et qui sert ensuite de piste sonore sur laquelle on va ajouter le chant d'artistes, des chanteurs locaux. Donc, c'est une synthèse très rapide, mais pour présenter donc quel est l'impact du numérique dans ce phénomène et dans la filière de production musicale de la champeta. Donc je me suis intéressé tout d'abord au phénomène de la vidéo, au rôle central de la vidéo, d'une part comme nouveau type de média créé dans ce contexte, et comme vecteur de circulation pour les créations musicales. Et en particulier un type de production qui s'appelle le vidéoconcert, qui sont littéralement des captations des concerts des sound systems, qui présente une production très intensive en interviewant les producteurs de ces vidéoconcerts. On constate par exemple que dans le cas de Nami, un des producteurs, il produit 2 vidéoconcerts par semaine, alors que d'autres types de productions comme des vidéoclips sont produits en raison de 1 ou 2 par an. La différence entre le vidéoclip et le vidéoconcert, c'est que le vidéoclip fait la promotion d'un artiste, tandis que le vidéoconcert se base vraiment fait la promotion du sound system et se base sur la captation de l'événement.
Les vidéoconcerts ont une diffusion plus large aussi. Ils représentent presque 60% du corpus Champeta sur le réseau de YouTube. C'est un pilier économique du marché musical local. Il joue un rôle central dans la restructuration de ce marché. On va le voir comment tout à l'heure. Et il présente également une nouvelle esthétique, des nouvelles valeurs esthétiques. Et comme le disait le producteur Nami, justement, c'est comme être dans un pico, mais télévisé. Et voici un extrait de vidéoconcert de Champeta pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Oye, Yagua, seguimos con la ñapita para todos los reinaldistas de Colombia y el mundo. Aquí les regalamos para el videoconcierto del volumen 51 5 canciones, Yagua. Póngale sabrosura, Yagua. Sí, yo diría que reforzando el videoconcierto volumen 51. Póngalo, Raúl, que yo lo respaldo. Diga que esto es uno de los más pegados, el número 1 de Colombia. Déjeme saludar a Les Puya, a Les Ahí va, ahí va, ahí va. Se va pan de los monos, los gringos lo pidieron. Sus hijos están llorando, dicen dónde está la paz. Ahí va, ahí va, ahí va. Padre Runner, salúdeme a Emerson Junior. Padre Runner, todos los niños. La dinastía juniorista. Dans un deuxième temps, je me suis intéressé à comment les vidéoconcerts transforment la filière phonographique et événementielle, comment ils s'intègrent en fait dans ces deux secteurs de production, d'une part phonographique et événementielle. À ce propos, je vous propose de voir un extrait d'entretien avec Nami, le principal producteur de vidéoconcerts dans le milieu de la champeta. Los videoperros la mayoría no tienen cantante. La tengo más música y habladuría. Entonces grabo las tomas, grabo 4 bailes y mezclo todo eso. Se llama videoperreo. Ya. También eso me llaman ellos, yo solo hago ellos y ellos lo sacan. ¿Y quién te lo compra? Los productores del mercado. O sea, los dueños de los picos. No, No. los que venden música del mercado. Por ejemplo, en el puesto del mercado de Basurto, Exacto. ellos te contratan a ti, te dicen, mira, queremos un video del concierto No, al del rey. contrario, ellos me dicen, no, papá, toca tal pico en tal parte, vas allá a grabarlo. Y yo, sí. Después que yo grabo o sea, de mi misma cosa, después que yo lo llamo, yo le muestro y digo, vale tanto. Ah, o sea, tú tomas tú mismo la iniciativa de ir al concierto Exacto. y grabarlo. Y, Después ellos vienen aquí, lo miran y el mejor impuesto, el que más billete dé, eso se lo vendo. el dueño del picot no sentiría que tiene como derecho de ser pagado también por el hecho de que se esté vendiendo un video con la imagen de su picot. No, ellos no lo miran de esa manera porque hay otra cosa que es muy fundamental, que es la publicidad que yo le estoy haciendo a los picot. O sea, aquí vende mucho la imagen del picot. Como lo ven mucho, por ejemplo, cuando el Paqui no tenía video, él no tocaba casi. Apenas que hicimos el volumen 14, o sea, eso tocaba hasta en los pueblos. ¿Por qué? Porque la gente los conoce. O sea, esto lo utilizan como publicidad. Como la publicidad cuesta, entonces es la parte que yo me gano. Bon, il convient de souligner de cet extrait d'entretien quelques éléments. D'une part, que c'est un des modes de production des vidéoconcerts est à l'initiative du producteur lui-même qui décide d'aller enregistrer le concert et qui vend ensuite le produit qu'il en fait, qui touche de l'argent, mais qui ne rémunère pas en retour les propriétaires de ces sound systems qui auraient, par définition, ou plutôt par droit à l'image, le droit d'être rémunérés parce que leur image commerciale est en train d'être commercialisée. Mais il y a un accord direct entre les propriétaires des sound systems et le producteur audiovisuel pour cette activité qui rapporte au premier le fruit de la publicité que le vidéoconcert fait et au deuxième le fruit de la vente de son produit. Ensuite, il y a le secteur phonographique. Et c'est un deuxième mode de production de ces vidéoconcerts parce que les producteurs discographiques, qui sont souvent aussi les propriétaires des sound systems, peuvent aussi commander ces vidéos justement comme en tant que support publicitaire.
Et voici un extrait de l'entretien avec Humberto Castillo, qui est le gérant du label OMR, le principal label de champeta Cartagena, label indépendant. Me decías ahorita que Internet los arruinó. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué una página de Internet? Sí, ¿Qué objetivo? nosotros existíamos como industria, le llamamos industria cuando nosotros podíamos vender durante el año alrededor de 150, 200.000 copias en CD. Los CD, el que no vendía de un super hit vendía 10.000 copias. Estamos hablando de discos que nos podían costar 3.000 pesos y los vendíamos a 10. Entonces eso nos permitía, la gente del Rey tenía unos ingresos importantes porque se convirtió no solamente el Rey como tal, la venta del producto del pico semanal, sino que podían vender 3 o 4 veces en el año los éxitos, los volúmenes, y los MP3, todas esas cositas que se pueden hacer. El Internet nos mata cuando llega la industria del CD y de la piratería. Cuando podíamos bajar por Internet, por Ares, todas las canciones, cuando los mismos piratas empezaron a vender a 1.000 pesos lo que nosotros vendíamos en 10.000. Como ya no vendemos discos, regalamos, además de hacer la promoción radial, regalamos el audio o el video o el MP3, y ahí en esas láminas está escrita la dirección y la motivación a que la gente visite. Y la inversión que se hace en la producción del video se recupera con la venta del video, con la motivación que nos genera un mayor ingreso a la plaza de toros, que termina pagando un excedente en el precio de la boleta más un mayor consumo por personas ingresadas al evento. Es decir, si yo manejo un evento normal me entran 2.000 personas. Cuando haga la motivación a través de internet de que voy a hacer un video o se va a filmar el volumen tal, ese día casi se dobla la asistencia. Eso me genera que la gente se lleve el video. Bien. Et finalement, le secteur événementiel, donc, qui vient d'être mentionné dans l'extrait de l'entretien, qui donc, participe au financement de la production musicale. Je vais essayer d'accélérer. Pour parler un petit peu sur les contextes et les supports de réception de ces nouveaux médias. Il y a d'une part un contexte domestique où circulent des supports en VCD, et ensuite des contextes publics, donc de ces fameux télécentros dont je parlais au début. Et j'aimerais souligner 4 éléments saillants de ces 2 photos. D'une part, la population dans ces 2 images est la même. Il s'agit des jeunes, des strato 1. La population colombienne est divisée en 6 strates socio-économiques. C'est une façon de redistribuer, de calculer l'indice de redevance. Ici, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est qu'il y a une cohabitation du légal et d'illégal. À droite, des télécentros financés par l'État, et à gauche, des équipements de sonorisation, très probablement issus du commerce de contrebande, qui est très répandu dans le nord de la Colombie, dans la région Caraïbe. Et cette cohabitation du légal et de l'illégal ne pose aucune contradiction en termes d'usage et de processus de circulation des médias, ni en termes de ce que ce public considère comme lui revenant par droit. Aussi, à gauche, ce contexte de diffusion locale circonscrit à l'échelle de la ville, tandis qu'à droite, c'est un contexte de diffusion hypertextuel, donc entre guillemets globalisé. Quelques mots sur l'évolution des requêtes du mot champeta sur Google, comment ce média circule à travers Internet. La demande de requêtes a augmenté depuis 2007, plus ou moins parallèlement avec ce déploiement d'infrastructures de télécommunications. Toutefois, bien que ça circule dans des réseaux comme YouTube ou dans des réseaux Internet plus spécialisés,
la demande reste localement circonscrite à l'échelle régionale du nord de la Colombie. La structure de ce marché, du marché musical de la champeta, donc, comme on le voyait tout à l'heure dans l'entretien, est notamment financée par l'activité des PICOS. Et dans cette structure-là, Internet s'intègre comme un nouveau type de service de diffusion, avec un nouveau métier, un nouveau type d'agent, celui du webmaster ou du gestionnaire des contenus web. Et le principal impact de ces réseaux semble être l'augmentation de la taille du public niche, et donc une augmentation des revenus par la vente de billetterie. La question qui se pose est celle des régimes d'autorité aussi, à savoir comment est-ce que ce modèle local de production de la champeta est différent par rapport à un modèle conventionnel du droit d'auteur. Dans le cas du droit d'auteur, on a donc cette distinction qu'on connaît bien du droit patrimonial, à savoir le droit d'être rémunéré pour la vente d'une œuvre dont on est l'auteur, et le droit moral, à savoir le droit d'être considéré comme l'auteur de cette œuvre-là. Dans le cas de la champeta, c'est un peu différent. Il y a d'abord un système de flat fee, de tarifs fixes, qui organise tout ce réseau de services et qui est différent à celui de la rémunération en fonction des royalties par la vente des produits. Donc il y a une absence de structure monopolistique autour de cette protection de la propriété intellectuelle. Il y a un système qui est développé par le biais du marché de billetterie pour la viabilité de ce même service, et c'est en fonction de ça que le reste devient viable aussi. Et enfin, c'est un contexte où ne s'appliquent pas les notions d'œuvre de l'esprit ou d'auteur, et par conséquent, il y a une différence importante en termes du délai d'application de ce droit d'appropriation, de cette idée de propriété. Parce qu'il y a la notion d'exclusivité, ce principe d'exclusivité, je vais terminer après ça, mais qui est différent du droit d'auteur, puisque une des différences importantes, c'est que ces produits de videoconcertos, ils durent une semaine, ils circulent pendant une semaine. On réclame le droit ou l'exclusivité d'exploiter ce type de produit pendant une semaine. Tandis que dans le droit d'auteur, ça peut aller jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Et ça m'amène à ma conclusion, plutôt des questions émergentes. Nous avons vu comment, au début, ces politiques innovantes, dont on a largement fait la promotion en matière de démocratisation de l'accès à Internet, peuvent donner lieu à des modèles de création culturelle adaptés à la réalité socio-économique locale des secteurs les plus modestes ou les plus excentrés. Néanmoins, parallèlement, la Colombie avance aussi vers sa propre intégration dans une économie mondialisée, comme à travers le traité de libre-échange signé avec les États-Unis en 2012, l'année dernière. Et bien que ces directions visent toutes les deux un but commun, le développement du pays, par la création d'emplois, accès à l'éducation, etc., leur point de convergence est une contradiction, en fait, et une contradiction en particulier en ce qui concerne la réglementation du droit d'auteur. Le TLC, comme on l'appelle, ce traité de libre commerce, qui fait la une de la presse, ou souvent, à chaque fois qu'il est évoqué depuis une quinzaine d'années, suppose en effet l'adhésion de la Colombie à des mesures de lutte contre le piratage, comme la destruction d'œuvres contrefaites, la criminalisation du téléchargement, du marché de contrebande, l'interdiction de rediffusion d'œuvres protégées, etc. Toutes des mesures ou des pratiques plutôt qui sont au cœur des logiques créatives dans la champeta et des stratégies commerciales qui permettent sa viabilité. Et ces mêmes secteurs sociaux par conséquent, ces mêmes secteurs sociaux que le gouvernement incite à faire partie du virage numérique du pays risquent en fait l'incrimination si elles exercent des pratiques qui semblent mieux adaptées pourtant à leur contexte socio-économique. Et ceci est une double contradiction puisque, en même temps, les politiques culturelles du pays prônent la culture depuis le milieu du début, plutôt de la décennie dernière, comme un vecteur du développement socio-économique. Sauf que, on le voit bien, ça ne peut pas se produire à n'importe quel prix ou dans n'importe quelle condition.
Bref, il semblerait qu'il manque une pièce à ce puzzle. Il semble qu'il manque un appareil législatif qui permette d'articuler ces deux réalités, ces deux échelles, qui me semble intéressant d'y penser en termes de ce qui a été évoqué hier et aujourd'hui aussi. Hier, en termes de anthropology in law, comment est-ce qu'une approche anthropologique de la loi peut permettre de trouver des éléments de réponse, et aussi quel est le contexte économique de cette globalisation qui a été évoqué cet après-midi également. Merci.